Une île que Oda nous tease depuis 25 ans, dans laquelle on s'attend à voir des dingueries, révélations sur le siècle oublié, le rêve du Sop bientôt accompli, les retrouvailles avec Aguardi Soro, où on rêve de voir l'île des guerriers éternels. 25 années qu'on attendait ça, on découvre enfin cette île légendaire. Et dans ce chapitre, on rentre dans le dur. Le pont vers le royaume des dieux, Loki et Ragnarok, le secret des ombres d'Elbaf enfin élucidé, la croix sur le bras de Luffy ou encore l'épée légendaire. Si vous pensez avoir raté des détails, vous êtes au bon endroit car je vous souhaite la bienvenue dans cette analyse complète du chapitre 1130 de One Piece. Rapide topo sur la situation. Nami et Usopp ont retrouvé Luffy, Zoro et Sanji et ils ont découvert qu'ils étaient retenus captifs dans la chambre de Rod. Ils ont retrouvé Chopper, ils ont fini par trouver la sortie en pétant un mur. Et on arrive au début du chapitre sur le Great Eric où on retrouve le reste de l'équipage avec les Goats, Dory et Brogy et ils décident d'arrêter de chercher leurs compagnons. Ils ont tellement l'habitude d'être séparés en arrivant sur une île, ils en ont plus rien à faire. Et là, le moment qu'on attendait tous, Elbaf. L'île des géants, on y est, une gigantesque forêt gelée, un château perché et un pont immense qui monte dans la cime de l'arbre. Très beau parallèle avec l'arbre du savoir de l'île d'Ohara quand on connaît le lien que les deux îles entretiennent. Puis cette magnifique dernière planche, énormément de choses à dire dessus. Premièrement, un des plus grands mystères entourant Elbaf qui est élucidé dans ce chapitre, les piliers qu'on pouvait voir à chaque apparition d'Elbaf. Notamment dans le flashback de Big Mom, on se demandait est-ce que c'est un pont vers Skypiea, est-ce que c'est des Knock Upstream, des monstres marins, les pieds de Zunesha. Ah les gars, j'ai vraiment tout entendu. Mais calmez-vous les mecs, c'est de l'eau. Des gigantesques cascades d'eau qui ruissellent de tous les côtés de l'arbre. Elle est vraiment stylée cette planche. Et c'est pas tout, on a la cité d'Elbaf, on a une épée gigantesque très mystérieuse. Encore plus grande que le sabre d'Onigashima au chapitre 978. Et vu sa taille, c'est inconcevable qu'un géant ou quiconque vivant dans l'univers actuel puisse la manier. Est-ce qu'elle témoigne d'un passé où il y avait des géants encore plus grands? Il faudrait littéralement un géant de la taille d'une île. Celle-ci pourrait faire référence à l'épée de Surt. Dans la mythologie nordique, c'est une épée géante enflammée qui est destinée à la destruction du monde, le Ragnarok. Et oui, comme on s'y attend, on va être très vite plongé dans la mythologie nordique et dans l'univers viking. Oda, encore une fois, il s'inspire des plus belles mythologies pour son récit. Premièrement, l'Arbre-Monde, Yggdrasil. C'est un immense frêne qui relie les 9 mondes, avec les plus connus Asgard, le royaume des dieux, Midgard, le royaume des humains, Helheim, le royaume des morts, et au pied de cet arbre, il y a le pays des géants. Il y a également ce pont qui n'est pas anodin, il fait référence à Bifrost, souvent décrit comme un chemin lumineux qui permet aux dieux de voyager entre les royaumes et le monde des mortels. Il est connu comme étant une structure fragile, et il est prophétisé qu'il sera détruit lors du Ragnarok. Et en termes de prophétie, on a quand même été servi à Egghead avec Vegapunk qui nous a annoncé son tsunami là, et le pont, au vu de son emplacement, il pourrait subir d'importants dégâts et sombrer à ce moment. Oda n'a raté aucun détail, aucune référence. Qui va-t-on trouver en haut de l'arbre? Des géants, des dragons célestes, ou peut-être un autre personnage qu'on attend depuis trop longtemps. Ce chapitre nous rapproche de la théorie qui dit que Skypiea sera accessible par le pays des géants. Au chapitre 274, Ganfol, le chevalier du ciel, ce brave chevalier qui avait aidé les Mugiwara sur Skypiea, il nous révélait qu'il y avait deux façons d'accéder à Skypiea. La première, c'est la voie la plus dangereuse, le Knock Upstream, que les Mugiwara ont emprunté. Et la deuxième, moins dangereuse, le sommet du High West, qui permettrait de rejoindre la mer Blanche. Et on n'a jamais su depuis tout ce temps où se trouve cette entrée, alors qu'on commence à avoir fait le tour de toutes les îles. L'hypothèse de l'accès au ciel par Elbaf reste très plausible, parce qu'on sait que l'arbre est censé faire le lien entre les mondes. Et d'où vient toute cette eau? Des restes de la mer Blanche? Et en plus ça fait des mois et des années qu'on en entend des théories sur le retour des nerfs, le dieu de la foudre. Et ben là, il y en a qui vont être contents. Le dieu de la foudre, ça tombe bien quand même dans une mythologie nordique. Plusieurs mystères déjà soulevés dans cette première partie de chapitre, ça fait très plaisir. Après Rod le navigateur, on aperçoit deux autres membres de l'équipage d'Ajrudin, Goldberg, le cuisinier, et Gerd, le médecin de bord. Avec Stansen, le charpentier, c'est ceux qu'on voyait récupérer les livres dans le flashback d'Ohara, chapitre 1066. Rappelez-vous, on les avait aussi vus sur les couvertures des chapitres, on apprenait qu'ils étaient démissionnaires de l'équipage de Baggy pour rejoindre la flotte du chapeau de paille. Et ces deux-là, ils sont en train de parler sur Rod, leur navigateur complètement taré, et ils veulent le dénoncer à Jarl. Ah, Jarl, encore un géant parmi les géants. Et il est en vie, ça c'est incroyable. Et Luffy, il avait une bonne intuition, hein. Ils ont pas l'air méchants. Bah ouais gros, ils font littéralement partie de ta flotte. On les voit à la fin, ils sonnent chez Rod. Est-ce que Rod va leur dire la vérité? Ça m'étonnerait. Hein. Mais on peut se dire qu'ils vont se douter d'un truc un peu bizarre parce qu'il y a quand même un trou dans sa maison. Et au retour de Dory et Brogy, il y a pas mal de géants qui vont partir ensemble à la recherche de Luffy. En parlant de Dory et Brogy, nos deux amis qui ont permis aux Mugiwara de s'enfuir. Ils ont fini à en avoir marre de se battre pendant 100 ans là. Et ils ont découvert leur nouvelle prime stratosphérique. Et c'est marrant, cette prime elle suit l'inflation de nos jours. Mais surtout les fausses infos du journal qui leur fait porter le chapeau pour Egghead. Et un élément sympa là, la croix sur le bras de Luffy. Et Robin précise, hein, elle croit qu'elle l'a déjà vu avant. Bah oui Robin, tu l'as déjà vu avant. C'était le signe que tout l'équipage s'était fait à la fin de l'arc Alabasta sur le bras gauche, à l'exacte même position, pour marquer leur lien avec Vivi et son truc là, son canard. En plus Robin elle précise bien, la photo n'est pas claire mais cette marque est parfaitement nette. Vivi aurait marqué
marqué au feutre l'image originale et elle aurait fait cette croix pour communiquer un message aux Mugiwara en leur disant qu'elle est avec Morgans. Cependant, petit malaise. En réalité, dans tous ceux qui étaient à Alabasta, il n'y a personne pour récupérer le message ici. En tout cas, c'est un signe d'une retrouvaille entre les Mugiwara et Vivi, ça fait plaisir. Et bon, on va quand même attaquer le gros du chapitre, le prince maudit, Loki, l'autre fils du roi, condamné à mort pour plusieurs crimes et a tenté de s'échapper, mais tout un pays de géants s'est ligué pour l'enfermer. Alors imaginez la puissance du type. Il a tué son père, le roi Harald, et a mangé le fruit du démon légendaire transmis de génération en génération. Peut-être un Zoan mythique pour faire référence à la mythologie nordique. Quel fruit vous pensez qu'il a mangé? Dites-le moi en commentaire. Loki, il était mentionné une seule fois au chapitre 858, parce qu'il devait être marié avec la fille de Big Mom, la sœur jumelle de Chiffon, et on peut s'empêcher de faire le parallèle avec la mythologie. Loki, c'est l'incarnation du chaos, un personnage rusé et manipulateur qui va notamment voler Mjolnir, le marteau de Thor. Et là, Oda, il nous fait un beau parallèle avec le dérobage d'un objet magique. Et non, c'est pas le marteau du Sop, mais un fruit du démon légendaire et mystérieux. Et Loki joue un rôle vraiment central dans le Ragnarok, dans la mythologie nordique. Et j'ai plein de théories là-dessus, là. Il faudrait des vidéos entièrement dédiées, ça serait bien trop long. Dites-moi si ça vous intéresse en commentaire. En tout cas, on a le droit à cette superbe planche avec Luffy devant son nouveau boss final. On connaît l'intuition de Luffy. Et là, il part tout de suite à la rencontre. Ça m'étonnerait pas qu'il le prenne pour son pote. Il va peut-être même le libérer sans se faire esprit, qui sait. C'est en tout cas un gros opposant qui nous est présenté très vite et qui aura c'est sûr une place centrale dans l'arc. C'est finalement un chapitre assez court mais très beau et très riche en découvertes et on a droit à une pause de 2 semaines, ça pique. En tout cas d'ici là, si t'as aimé la vidéo, tu peux mettre un like et t'abonner à la chaîne. Je compte bien aborder plusieurs théories, notamment celles que j'ai citées un peu plus tôt. En tout cas, porte-toi bien. Sayonara.